Des hommes qui tressent et tissent, un métier qu'ils ont appris dès leur bas âge et qui fait le bonheur de nombreuses femmes. Ivoiriens, Camerounais, Burkinabés et Congolais à l'école de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Et puis au Mexique, les ruines d'une nouvelle cité découverte par des archéologues. Cette ville aurait été construite entre les ans 600 et 900 de notre ère. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Des hommes qui tressent, nattent et tissent, un métier qui n'a plus de secret pour eux et nombreuses sont les femmes qui aiment se faire tresser par ces messieurs. Mais pas toutes. Et une réputation d'homosexuel ternit l'image de ces hommes coiffeurs de dames en cause leur apparence féminine. Laetitia Manglé nous conduit dans cet univers. Des femmes qui coiffent d'autres femmes, le tableau est plutôt habituel dans nos espaces de beauté. Par contre, ce qui était inhabituel il y a quelques années, c'était la présence des hommes dans cet univers. Aujourd'hui, dans le district d'Abidjan par exemple, sur environ 1650 salons de coiffure dames, près de la moitié est dirigée par des hommes. Comme j'ai vu que c'est un domaine, ça peut me rapporter plein de choses. C'est pourquoi je me suis jeté dedans. Je fais un peu de tout, que ce soit coupe de cheveux, tissage, les coiffures de mariage et les maquillages. Et puis les soins corporels aussi. Donc je fais un peu de tout. Faut pas jamais mentir, c'est le seul métier que j'ai. Ça me nourrit. J'ai des employés, j'ai au moins 8 filles ici que j'emploie. Des hommes coiffeurs de dames, pour la plupart autodidactes en la matière. J'ai arrêté le cours au CM2. Je voulais dire à maman que je voulais faire la coiffure, ça me plaît, c'est comme ça m'a mis dedans. C'est d'abord ma petite soeur, quand ma maman l'envoyait chez la coiffeuse pour faire ses nattes toujours, donc c'est moi je l'accompagnais. Donc c'est comme ça. Donc, terminer les boucles, c'est rentré. On peut dire que c'est un don. Depuis tout petit, à l'âge de 10 ans déjà, il tressait, il faisait tout. L'art du beau de la tête aux pieds, savoir lire et écrire n'y a pas forcément sa place. L'astuce, accueil chaleureux, être créatif, de quoi satisfaire la clientèle. Un coiffeur d'âme est comme un confident pour sa cliente. Bon, les femmes, elles ne sont pas trop patientes. Pourtant, avec lui, la communication passe. Quand tu lui demandes quelque chose, il le fait. Chez les hommes, quand il dit ici, ça ne va pas, ils essaient d'arranger. C'est pour cela que j'aime me faire tresser chez les hommes. Qu'en pense du reste la gente féminine abidjanaise? En tout cas, certaines n'acceptent pas de voir leurs cheveux manipulés par des hommes. Ça me fait quelque chose qu'un homme me coiffe. Je ne suis pas à l'aise, je préfère qu'une femme me coiffe. Pour qu'une femme me coiffe, je suis plus à l'aise. Une femme me coiffe. Je ne veux pas une femme me coiffer, elle ne m'entre me coiffer, non. Je préfère une femme. Jamais de la vie qu'un homme va me coiffer. Les femmes sont là pour ça. Les hommes dans la coiffure et l'esthétique à Abidjan, ce n'est plus tellement une curiosité. Ce qui attire plutôt les regards, leur apparence souvent féminine, ce qui fait peser sur eux des soupçons d'homosexualité. Des rumeurs ou des préjugés qu'ils balaient toutefois du revers de la main. Moi, ma femme et mon enfant, voilà mon enfant ici. Il s'appelle Yannick Junior. Mon fils, mon premier-né. Moi, je ne suis jamais pédé. Nous là, on n'est pas pédé. On n'est pas pédé. Nous, quand on se réveille, c'est notre travail qui est dans nos têtes. Je suis aujourd'hui marié. Je suis marié, père d'une fille. En clair, je ne suis pas gay. Comme on peut le constater, coiffure et esthétique riment aussi avec les hommes. Ils sont devenus des piliers essentiels dans les soins de beauté des femmes. Reste à chaque femme de porter son choix sur un coiffeur ou plutôt une coiffeuse. Plus question d'avoir un métier exclusivement réservé à un seul sexe. Aujourd'hui, hommes et femmes se disputent toutes sortes de métiers. Et puis des jeunes venus de plusieurs pays africains étaient réunis à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour parler bonne gouvernance. Ces jeunes Ivoiriens, Camerounais, Burkinabés et Congolais ont échangé leurs expériences en matière de promotion de la démocratie en Afrique. Un projet initié par le Programme des Nations Unies pour le développement et le gouvernement congolais. On en parle avec Hamza Diaby. Les parlements des jeunes de pays africains réunis à Kinshasa. Ils viennent de la République démocratique du Congo, du Cameroun, du Burundi et de la Côte d'Ivoire. Une rencontre pour échanger les expériences en faveur du leadership citoyen des jeunes
et développer des réflexions constructives et stratégiques. L'initiative est du gouvernement de la RDC et du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. C'est une catégorie importante de la société civile qui se retrouve là et la jeunesse, c'est vraiment l'avenir. Par l'entremise de ces ateliers, nous voulons davantage forger le leadership actif de la jeunesse et bien sûr aiguiser le sens des responsabilités des jeunes par rapport aux questions essentielles qui concernent la vie d'une nation. La jeunesse, considérée comme la composante majoritaire de la population africaine, demande à être désormais impliquée dans les processus de prise de décision. Le moment est plus que nécessaire pour que nos jeunes Africains, notamment les jeunes Congolais et Ivoiriens, nous puissions nous asseoir pour échanger les expériences déjà vécues dans nos différents États, pour pouvoir donner un plus, c'est-à-dire un coup de pouce à nos dirigeants afin que la gouvernance démocratique soit une réalité. Pendant 3 jours, les participants ont pu réfléchir, entre autres, sur les stratégies de renforcement de l'engagement citoyen des jeunes dans un pays post-conflit et défis de consolidation de la démocratie. Sachez que la MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, prend le relais des forces africaines aujourd'hui. Elle a une mission de maintien de la paix et la MINUSMA sera forte de 12 600 hommes d'ici à décembre prochain. Retour en Côte d'Ivoire pour parler réhabilitation de quartiers précaires à Koumassi. Le maire de la dite commune a rencontré les leaders d'associations et les responsables politiques pour échanger sur comment développer Koumassi et surtout comment restructurer ces bidonvilles-là. Le reportage de Grace Kando. À Clomiambla, Divo, Zieux Bruno, Grand Campement ou Cité Félix Soufo-Boigny sont quelques quartiers précaires ou peu développés de la commune de Koumassi. La poursuite de l'aménagement de ces quartiers et même leur construction est l'une des priorités de la mairie de Koumassi. Cette priorité, le maire Raymond Doyi-Yapi l'a affirmé lors d'une rencontre populaire avec les populations de sa commune et surtout celles des quartiers précaires pour échanger avec elles sur leurs préoccupations. Le tout n'est pas de restructurer, il faut équiper ces quartiers. Et c'est pour cela que tout à l'heure, j'ai dit que nous avons foi en ce projet qu'on a intitulé le projet Contrat-Ville, qui va nous permettre d'avoir des moyens additionnels pour renforcer les actions que nous avons entreprises en termes de voirie, en termes d'assainissement, en termes d'équipement en eau potable et en électricité. Et même nous avons un projet d'aller un peu plus loin, je l'ai annoncé tantôt, au Grand Campement, nous envisageons de construire un collège. Donc voyez-vous, ces quartiers qui autrefois étaient inscrits dans les quartiers à risque, aujourd'hui quand on cite les quartiers à risque à Abidjan, le nom de Koumassi n'y figure pas. Pour les années à venir, Raymond Doyi-Yapi veut gagner le pari de la modernisation à Koumassi. Pour réussir ce défi, il invite l'ensemble des populations à la cohésion sociale, à la paix et à ne penser que développement à Koumassi. On part à Madagascar où l'approche genre est prise au sérieux à l'approche des élections présidentielles. La candidate du Parti vert lance un appel à la mobilisation des Malgaches. Elle a présenté ses programmes sensibles au genre à ses adversaires. Malgré les incertitudes qui entourent la présidentielle malgache, plusieurs fois reportée depuis 2010, 41 candidats se sont inscrits devant la cour électorale pour le premier tour prévu le 23 août. La première femme à s'être lancée dans la course à la présidentielle a été Sarah Georges Rabéarizou, candidate du Parti vert. Son mouvement Madagascar Honnête est un parti neuf, créé il y a 4 ans et qui revendique près de 300 000 adhérents, recrutés dans toutes les couches de la société. De passage à Paris où elle a rencontré ses sympathisants, cette économiste et juriste a dressé un constat sévère des différents régimes qui se sont succédés dans la grande île depuis l'indépendance du pays. Le problème, c'est que c'est l'égoïsme et la prévarication qui ont été les valeurs cardinales de ces dirigeants-là. Le problème qui plombe notre économie, c'est la corruption, c'est la mauvaise gestion. Les investisseurs sont partis, il y a une insécurité totale des biens et des personnes. Cette femme, engagée depuis sa jeunesse, a sillonné le terrain durant 2 ans pour construire un programme qui part des problèmes de la population malgache et de ses revendications. Le droit à la terre, l'accès à l'eau et à une énergie respectueuse de l'environnement, la lutte contre la déforestation et contre l'appauvrissement des sols.
Mon projet, ce n'est pas un projet qui a été parachuté par des étrangers ou par des formations extérieures. C'est un projet qui est issu par les Malgaches, donc en lequel on a travaillé ensemble et pour lequel ils vont participer pour relever le pays. Donc je suis très confiant et c'est pour ça que je souhaite que les élections se tiennent le plus tôt que possible. Si le processus électoral malgache reste très incertain, c'est en raison de 3 candidatures jugées inconstitutionnelles. Celle de l'ancien chef d'État, Didier Ratsirach, exilé à Paris depuis des années, de l'ex-première dame, Madame Ravalomanan, réfugiée en Afrique du Sud, ou encore l'actuel président de la transition, Andry Rajoelina, qui avait pourtant promis de se retirer. L'Union africaine et l'Union européenne ont d'ores et déjà affirmé qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat de l'élection présidentielle malgache si ces 3 candidats devaient se maintenir. Retour en Afrique de l'Ouest, précisément au Sénégal, où l'ex-chef d'État tchadien Hissène Habré a été arrêté hier à Dakar. L'homme est accusé de crimes contre l'humanité, une arrestation qui ouvre la voie à son procès au Sénégal, où il est réfugié depuis 22 ans. Ses avocats parlent d'arrestation illégale et demandent sa libération. Heure entre policiers et manifestants kurdes en Turquie, dans la grande ville de Diyarbakir, dans le sud-est du pays, région peuplée majoritairement de Kurdes. Les manifestants répondaient à un appel de la principale formation politique pro-kurde, le Parti pour la paix et la démocratie, qui demande au gouvernement d'Ankara d'engager sans attendre des réformes conformément à l'accord conclu au printemps avec les séparatistes du PKK. Les slogans retentissent de nouveau place Taksim, où 10 000 manifestants turcs se sont rassemblés samedi soir pour dénoncer la répression policière. Dernière démonstration de force selon eux, la veille dans la province de Diyarbakir, une province à majorité kurde au sud-est du pays, où des centaines de personnes s'opposaient à la construction d'une gendarmerie lorsque les policiers ont ouvert le feu. Bilan, un mort, un kurde de 18 ans et 10 autres militants blessés. Nous ne parviendrons pas à la paix avec des postes de sécurité. Nous y parviendrons avec plus de droits pour les hommes, plus de liberté, plus de démocratie. Sauf que des soldats ont tiré sur des gens qui défendaient ces principes. Et ils ont ouvert le feu sans les avertir à aucun moment. Face aux protestataires réunis à Istanbul par solidarité envers la minorité kurde, un imposant dispositif de sécurité interdisant l'accès à la place Taksim. La plupart a fini par quitter les lieux dans la soirée, mais quelques irréductibles restés dans les rues adjacentes ont été dispersés par les forces de l'ordre. Le parti pro-kurde pour la paix et la démocratie appelle à de nouvelles manifestations dans plusieurs villes de Turquie et veut lancer un été de mobilisation pour faire pression sur le gouvernement. De son côté, le ministère turc de l'Intérieur doit ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances de la mort du jeune militant. En Égypte également, les manifestants sont nombreux. Excusez-moi, en Égypte, les manifestants sont aussi nombreux pour demander le départ du président Morsi. L'armée syrienne a lancé samedi une offensive pour tenter de conquérir un des derniers quartiers rebelles de la ville de Homs. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il y a des violents bombardements. L'objectif est de contrôler toute la ville. De puissantes déflagrations et des colonnes de fumée blanche, c'est un déluge de feu qui s'abat sur Homs depuis samedi matin. Les forces armées de Bachar al-Assad tentent de conquérir des quartiers du centre-ville, bastion de la rébellion depuis plus d'1 an. La semaine dernière, l'armée régulière avait réussi à reprendre la région de Karyatayn, située au sud-est de la ville. Mais les rebelles ne se découragent pas. Vendredi, ils ont pris le contrôle d'un important poste gouvernemental à Deira, ville du sud d'où est partie la rébellion il y a plus de 2 ans. La ruine d'une cité maya découverte dans l'est du Mexique. Elle était cachée dans une forêt recouvrant une zone de plus de 3000 km². La ville s'étend sur 22 hectares dans le Campeche, un état mexicain. Il s'agit de l'un des plus grands sites des terres basses centrales et cette ville aurait été construite entre les ans 600 et 900 de notre ère. La jungle mexicaine n'a pas livré tous ses secrets. Une ancienne cité maya, construite entre 600 et 900 ans de notre ère, a été exhumée. 15 pyramides, des monuments sculptés, des stèles portant encore la trace de peinture ont été découverts à l'est du Mexique. Ce site de 22 hectares est une source d'information pour les scientifiques.
C'est le premier grand site dans cette zone qui était totalement inconnu avant. Les bâtiments les plus nombreux ici sont longs et visiblement il s'agirait d'anciens palais. Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de dire s'il s'agit de résidences pour les élites ou de bâtiments administratifs. Baptisée Chactoun, Pierre Rouge ou Pierre Grande en maya, la cité aurait compté jusqu'à 40 000 habitants. Des photos aériennes vieilles de 15 ans ont permis aux chercheurs de découvrir la cité sous une épaisse végétation. Il leur a fallu 3 semaines pour se frayer un chemin à travers la jungle. Après avoir effectué des relevés topographiques, les archéologues ont bloqué l'accès au site. Plusieurs siècles après sa disparition, la civilisation maya continue de fasciner. Les archéologues avaient récemment mis à jour 3 chambres funéraires mayas au Mexique. Et puis la Croatie fait partie désormais de l'Union européenne. La Croatie est le 28e pays de l'UE. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.